Si Machiavel écrivait sur les femmes aujourd'hui, il ne te parlerait pas de respect mutuel, ni d'être authentique. Il te parlerait de ces 7 règles qui fonctionnent de manière cohérente, mais que personne n'a le courage d'admettre en public. Des règles qui sont immorales selon les normes modernes de la correction politique, mais qui sont absolument efficaces selon les normes éternelles de la nature humaine. La moralité est une invention sociale. L'attraction est un phénomène biologique. Et lorsque ces deux concepts entrent en collision, la biologie gagne à chaque fois. Tu peux ne pas aimer cette vérité. Tu peux en être offensé. Mais ton offense ne change pas la façon dont le cerveau féminin fonctionne à un niveau primitif. Ces 7 règles ont fonctionné pendant des millénaires. Elles fonctionnaient dans les cours de la Renaissance de Machiavel. Elles fonctionnaient dans les tribus préhistoriques. Et elles fonctionnent aujourd'hui sur Tinder, dans les bars, dans les bureaux. Parce que bien que la technologie ait changé, la biologie fondamentale qui gouverne l'attraction n'a pas changé. Avant de continuer, tu dois comprendre quelque chose de critique. Immoral ne signifie pas malveillant. Cela signifie qu'elles opèrent en dehors du cadre moral conventionnel. Ces règles ne font pas de toi une mauvaise personne parce que tu les utilises. Elles font de toi une personne efficace qui comprend comment le jeu fonctionne réellement, au lieu de comprendre comment on dit qu'il devrait fonctionner. Si tu as l'estomac pour des vérités qui détruisent les illusions romantiques, si tu préfères l'efficacité à la correction politique, si tu veux comprendre les règles réelles au lieu des règles déclarées, alors ceci est pour toi, parce que nous allons franchir des lignes dont la majorité des hommes ne savent même pas qu'elles existent. Règle immorale numéro 1. Traite son attention comme une monnaie que tu perds si tu la reçois gratuitement. Dans l'économie de l'attraction, celui qui donne le plus d'attention est en train d'acheter. Celui qui reçoit le plus d'attention est en train de vendre. Et dans toute transaction, le vendeur détient le pouvoir sur l'acheteur désespéré. Les hommes ont été conditionnés à croire que donner une attention généreuse est une vertu, qu'être disponible c'est être un bon gars, que répondre rapidement c'est être attentionné. Et toutes ces croyances les transforment en acheteurs désespérés dans un marché où ils devraient être des vendeurs rares. Voici la règle immorale. Chaque fois que tu lui donnes de l'attention sans qu'elle l'ait gagnée, tu es en train de te dévaluer. Chaque message que tu envoies sans qu'elle ait répondu au précédent, tu perds de la valeur. Chaque fois que tu es disponible quand elle appelle, tu communiques que tu n'as rien de mieux à faire. Chaque like instantané sur ses photos dit que tu surveilles sa vie. La moralité dit que c'est un jeu mental, que tu devrais être authentique et attentif. Mais la réalité dit que l'attention sans coût n'a pas de valeur perçue. Le cerveau humain est câblé pour valoriser ce qui est rare et rejeter ce qui est abondant. Et ton attention est ta monnaie la plus précieuse ou la plus méprisée selon la façon dont tu l'administres. Concrètement, cela signifie que tu implémentes ce que j'appelle la règle des 50%. Si elle investit 100 dans les messages, tu investis 50. Si elle initie le contact 3 fois, tu l'inities 1 fois. Si elle montre une disponibilité de 10 heures cette semaine, tu en offres 5. Tu maintiens toujours ton investissement en dessous du sien. Est-ce manipulateur? Selon la moralité conventionnelle, oui. Est-ce que cela fonctionne? Selon chaque interaction réussie dans l'histoire humaine, absolument. Parce que cela crée ce que les économistes appellent la rareté perçue, qui est le fondement de toute valeur sur n'importe quel marché, y compris le marché de l'attraction. Et voici l'astuce qui sépare cela du jeu mental basique. Tu ne feins pas la rareté, tout en étant désespéré intérieurement. Tu crées une véritable rareté, en ayant une vie qui absorbe authentiquement ton temps et ton attention, tes projets, tes objectifs, ton développement personnel. Ces choses occupent réellement ton attention. Et depuis ce lieu d'occupation authentique, ton attention envers elles devient naturellement rare et précieuse. Règle immorale numéro 2. Plus tu la fais travailler pour ton approbation, plus elle te valorisera. Machiavel a compris que les princes qui distribuaient des titres sans effort créaient des courtisans déloyaux. Mais les princes qui faisaient en sorte que chaque titre soit conquis créaient une loyauté fanatique. La même psychologie s'applique à l'attraction. La moralité moderne dit que tu devrais l'accepter inconditionnellement, valider ses sentiments toujours, ne jamais critiquer
ni défier. Mais cette approche crée l'opposé de l'attraction. Elle crée du confort sans tension, de la sécurité sans excitation. Et le cerveau féminin ne tombe pas amoureux de ce qui est sûr et prévisible. Il tombe amoureux de ce qui est stimulant et conquis. Voici la règle immorale. Établit des standards qu'elle doit atteindre, des attentes qu'elle doit combler. Et quand elle échoue à les combler, tu exprimes une désapprobation calibrée. Pas d'hostilité, pas de punition, simplement une désapprobation claire. Et quand elle les comble, tu donnes une approbation mesurée, jamais exagérée. Concrètement, cela ressemble à ceci. Si elle arrive en retard sans prévenir, tu ne feins pas que c'est bon. Tu dis quelque chose comme « Je n'aime pas attendre sans communication. J'espère que la prochaine fois sera différente. » Et tu la laisses sentir le poids de ta désapprobation brièvement. Si elle accomplit quelque chose que tu as demandé, tu le reconnais, mais pas avec effusion. Juste « J'apprécie que tu aies fait ça. Pourquoi cela fonctionne-t-il quand la moralité dit que tu devrais être inconditionnellement acceptant? Parce que le cerveau humain valorise ce pourquoi il a dû s'efforcer d'obtenir. Les psychologues appellent cela la justification de l'effort. Plus tu investis de travail dans quelque chose, plus tu le valorises, parce que ton ego a besoin de justifier pourquoi il a tant investi. Quand elle doit travailler pour ton approbation, quand tu ne la donnes pas automatiquement, quand elle doit la gagner continuellement, son ego investit massivement en toi. Et pour justifier tout cet investissement, son cerveau la convainc que tu dois être incroyablement précieux, parce que l'alternative serait d'admettre qu'elle investit dans quelque chose de peu de valeur. Et l'ego ne peut pas accepter cela. Cette règle est immorale parce qu'elle utilise l'ego contre elle. Elle crée une situation où elle se convainc elle-même de ta valeur à travers le travail qu'elle investit. Ce n'est pas honnête selon les normes morales conventionnelles, mais c'est dévastateur d'efficacité, selon les lois de la psychologie humaine. Règle immorale numéro 3, maintient toujours une concurrence perçue en arrière-plan. Machiavel savait que les princes entourés d'alliés concurrents maintenaient tout le monde dans l'effort. Mais les princes sans concurrence voyaient leurs alliés devenir complaisants. Dans l'attraction, la concurrence perçue est l'oxygène pour maintenir le désir en vie. La moralité dit que tu devrais faire en sorte qu'elle se sente en sécurité. Éliminer toute menace. Être complètement loyal, de manière évidente. Mais voici la vérité brutale. La sécurité totale tue l'attraction. Quand elle sait avec une certitude absolue que tu ne la quitteras jamais, que tu n'auras jamais d'option, que tu seras toujours là peu importe quoi, son cerveau te catégorise comme acquis, et ce qui est acquis ne génère ni effort ni désir. La règle immorale est celle-ci. Maintient des éléments subtils de concurrence toujours présents. Pas d'infidélité, pas de menaces, juste des rappels occasionnels que tu es désirable sur le marché général, que d'autres options existent, que ta loyauté envers elle est un choix, pas une inévitabilité. Concrètement, cela signifie que tu maintiens une vie sociale riche, où tu interagis avec d'autres femmes. Naturellement, tu ne caches pas quand quelqu'un montre de l'intérêt. Tu n'effaces pas de ta vie toute femme. Sauf elle. Tu as des amis, des collègues, des connaissances. Et bien que tu ne franchisses jamais les lignes, elle sait qu'il existe d'autres femmes dans ton univers. Cela signifie aussi qu'occasionnellement, très occasionnellement, tu mentionnes de façon neutre que quelqu'un t'a invité à quelque chose ou que quelqu'un a fait un commentaire. Pas pour générer de la jalousie, mais pour rappeler que tu es un homme dans un monde où d'autres femmes existent aussi. Et ce rappel subtil maintient son système d'alerte activé. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Par un principe appelé la théorie de la rareté sociale. Quand nous percevons que quelque chose que nous possédons est désiré par d'autres, notre désir de le retenir s'intensifie. Si elle perçoit que d'autres femmes te voient aussi comme précieux, son cerveau augmente automatiquement ta valeur perçue et sa motivation à te garder. Cette règle est immorale parce que tu crées délibérément une légère insécurité pour maintenir la motivation. Ce n'est pas le conseil moral de la faire se sentir complètement en sécurité, mais la sécurité totale crée la complaisance. Et la complaisance tue les relations plus efficacement que l'insécurité calibrée.
Règle immorale numéro 4. Utilise la récompense imprévisible pour créer une addiction émotionnelle. Les casinos ne paient pas chaque fois que tu joues. Ils paient de manière imprévisible. Et cette imprévisibilité est exactement ce qui crée l'addiction. Le cerveau libère plus de dopamine en anticipant une récompense incertaine qu'en recevant une récompense prévisible. La moralité dit que tu devrais être constamment aimant, prévisiblement disponible, fiablement chaleureux. Mais la cohérence parfaite est l'ennemi de l'excitation. Quand elle peut prédire exactement comment tu répondras, quand tu seras disponible, ce que tu diras, son cerveau s'ennuie. Le prévisible ne génère pas d'émotion. La règle immorale est d'implémenter la récompense variable. Parfois, tu es incroyablement chaleureux et affectueux. D'autres fois, tu es plus distant et concentré sur d'autres choses. Parfois, tu inities le contact avec enthousiasme. D'autres fois, tu laisses qu'elle initie. Il n'y a pas de modèle qu'elle puisse prédire. Et cette imprévisibilité maintient son système nerveux activé. Concrètement, après une nuit incroyable ensemble, tu ne continues pas avec une intensité équivalente immédiatement. Tu crées de l'espace. Et après, quand elle s'y attend le moins, tu reviens avec une chaleur renouvelée. Ou après des jours de communication fluide, tu deviens moins disponible pendant un temps. Et après tu ressurgis avec une énergie fraîche. La clé réside dans le fait que la variation est dans l'intensité et le timing, pas dans l'intérêt fondamental. Elle peut être incertaine sur quand elle te verra ou à quel point tu seras chaleureux, mais elle ne devrait pas être incertaine sur si tu es intéressé. Cette ligne est critique. Tu varies le comment et le quand, mais pas le si. Pourquoi cela fonctionne-t-il quand la moralité suggère la constance? Parce que le cerveau est conçu pour s'adapter à des stimuli constants. Ils deviennent un bruit de fond. On cesse de les remarquer. Mais les stimuli variables maintiennent l'attention perpétuellement. Chaque interaction avec toi devient un événement parce qu'elle ne peut pas prédire quelle version de toi elle obtiendra. Cette règle est immorale parce que tu manipules délibérément ta disponibilité émotionnelle pour créer un effet psychologique spécifique. Tu utilises les principes de l'addiction comportementale pour la garder accrochée. Ce n'est pas transparent ni honnête selon les normes morales, mais c'est exactement ainsi que fonctionnent les relations les plus passionnées. Règle immorale numéro 5. Reste toujours émotionnellement moins investi qu'elle. Machiavel a écrit que celui qui aime le plus dans une alliance a le moins de pouvoir. Celui qui a le plus besoin de la relation est à la merci de celui qui en a le moins besoin. Et en 500 ans, cette mathématique du pouvoir n'a absolument rien changé. Le récit romantique te dit que tu devrais t'investir complètement, aimer sans réserve, te livrer totalement. Et oui, cela sonne beau. Mais dans la réalité brutale du pouvoir relationnel, celui qui s'investit totalement perd tout le pouvoir. Il devient prévisible, contrôlable, acquis. La règle immorale est celle-ci. Surveille constamment les niveaux d'investissement émotionnel et assure-toi que le tien soit toujours légèrement inférieur au sien. Cela ne signifie pas ne pas ressentir. Cela signifie contrôler l'expression de ce que tu ressens. Cela signifie maintenir une marge de distance émotionnelle qui préserve ton pouvoir. Concrètement, si elle dit « tu me manques », tu réponds « moi aussi », mais sans la même intensité. Si elle parle d'avenir avec enthousiasme, tu participes mais avec plus de réserve. Si elle exprime des sentiments profonds, tu reconnais, mais tu n'égales pas immédiatement. Il y a toujours un différentiel où elle est légèrement plus investie émotionnellement. Comment maintiens-tu cela? En ayant une vie réelle en dehors d'elle qui t'importe authentiquement. Des projets qui te passionnent, des objectifs que tu poursuis, des amitiés que tu valorises. Quand ton identité et ton bonheur ne dépendent pas complètement de la relation, tu maintiens naturellement cette marge de distance émotionnelle qui préserve l'attraction. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Quand la moralité dit que le véritable amour est l'investissement total. Parce que l'investissement émotionnel asymétrique crée de la tension et la tension maintient l'attraction en vie. Quand les deux sont également investis, il n'y a pas de tension. Et sans tension, le désir se flétrit graduellement jusqu'à devenir un confort fraternel.
Cette règle est immorale parce qu'elle requiert un calcul froid dans le domaine de l'amour, où tu es supposé être spontané et dévoué. Tu es en train de mesurer, contrôler, manipuler tes expressions émotionnelles pour maintenir l'avantage du pouvoir. C'est l'opposé de l'idéal romantique. Mais c'est exactement ce qui maintient la passion en vie à long terme. Règle immorale numéro 6. Récompense les bons comportements. Ignore les mauvais comportements. N'explique jamais pourquoi. Les dresseurs d'animaux savent que la récompense et l'extinction sont plus efficaces que la punition et l'explication. Et bien que cela semble brutal de comparer, les mêmes principes opèrent dans la modification du comportement humain. La moralité dit que tu devrais communiquer ouvertement, expliquer tes sentiments, discuter de chaque problème. Mais la communication excessive sur chaque faute crée une dynamique où elle apprend que le mauvais comportement garantit ton attention. Et l'attention, même négative, est une récompense. La règle immorale est celle-ci. Quand elle se comporte de manière que tu respectes, tu donnes de l'attention, de l'affection, de l'approbation. Quand elle se comporte de manière que tu ne respectes pas, tu te retires complètement, sans explication. Tu deviens émotionnellement inaccessible. Il n'y a pas de dispute, pas de discussion, juste l'absence de ta présence. Concrètement, si elle annule des plans à la dernière minute sans raison valable, tu ne lui fais pas de sermon sur le respect. Simplement, tu deviens moins disponible après. Si elle est irrespectueuse d'une quelconque manière, tu n'expliques pas pourquoi c'est mal. Juste, tu prends tes distances. Et quand son comportement s'améliore, tu reviens naturellement. Pourquoi n'expliques-tu pas? Parce qu'expliquer transforme ton retrait en négociation. Elle apprend qu'elle peut négocier les limites, qu'elle peut promettre de changer et te garder accroché avec des promesses. Mais quand tu te retires sans explication, son cerveau travaille en supplément pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et dans ce travail mental, elle s'autocorrige fréquemment. Aussi parce qu'expliquer te met dans une position de professeur ou de père. Tu es en train de l'éduquer sur comment te traiter. Mais dans l'attraction, tu ne veux pas être son maître d'école. Tu veux être son égal, qui simplement ne tolère pas certaines choses. Et cette tolérance se communique à travers l'action, pas les mots. Pourquoi cela fonctionne-t-il quand la moralité met l'accent sur la communication? Parce que le comportement humain répond plus aux conséquences qu'aux mots. Tu peux expliquer 1000 fois ce qui te dérange, mais s'il n'y a pas de conséquences, le comportement continue. Mais une conséquence claire, ton absence, modifie le comportement rapidement. Cette règle est immorale parce qu'elle traite la modification du comportement humain comme s'il s'agissait d'un dressage animal. Tu réduis les interactions complexes à stimulus et réponse. Il n'y a pas de traitement émotionnel partagé, juste un conditionnement opérant. C'est froid, calculé et dévastateur d'efficacité. Règle immorale numéro 7. Accepte que le désir féminin est hypoanalytique et opère contre ses propres déclarations. C'est peut-être la règle la plus brutale parce qu'elle exige que tu ignores complètement ce qu'elle dit vouloir et que tu observes seulement ce que son comportement révèle qu'elle désire réellement. Les femmes disent qu'elles veulent des hommes sensibles, communicatifs, émotionnellement disponibles. Mais ensuite, elles se sentent attirées vers des hommes qui sont plus fermés, plus stimulants, moins émotionnellement accessibles. Elles disent qu'elles valorisent la stabilité, mais poursuivent l'excitation. Elles disent qu'elles veulent l'égalité, mais répondent à une domination calibrée. Machiavel a compris que les humains admettent rarement leur véritable motivation, même à eux-mêmes, que les déclarations publiques servent à maintenir une image sociale, mais les actions révèlent les désirs réels. Et dans l'attraction, cette déconnexion entre déclaration et désir est massive. La règle immorale est simple, mais exige un courage brutal pour être implémentée. Ignore complètement ce qu'elle dit sur ce qu'elle veut. Observe seulement comment elle répond aux différents stimuli et calibre ton comportement basé sur ses réponses, non sur ses mots. Si elle dit qu'elle n'aime pas les jeux mentaux, mais répond plus quand tu es imprévisible, sois plus imprévisible. Si elle dit qu'elle valorise la communication constante,
mais perd de l'intérêt quand tu es toujours disponible. Maintiens la distance. Si elle dit qu'elle veut un homme sensible, mais s'excite plus quand tu es dominant, exprime plus de dominance. Pourquoi existe-t-il cette déconnexion? Parce que son cerveau social est programmé pour dire ce qui est socialement acceptable. Mais son cerveau primitif répond à des signaux évolutifs complètement différents. Le cerveau social parle. Le cerveau primitif contrôle l'excitation. Et ils ne sont pas toujours d'accord. C'est la règle la plus immorale de toutes, parce qu'elle exige que tu traites ces paroles comme essentiellement sans valeur à des fins de calibrage. Tu es basiquement en train de dire « Je sais ce que tu veux réellement mieux que toi-même ». Et selon n'importe quel standard moral moderne, c'est un paternalisme inacceptable. Mais selon le standard de l'efficacité, c'est exactement correct. Parce que le désir sexuel n'est pas rationnel, ni sous contrôle conscient. Il opère à des niveaux auxquels elle-même ne peut pas accéder ou articuler verbalement. Et quand tu calibres ton comportement à ses réponses, au lieu de ses mots, tu crées une expérience que son corps désire, bien que son esprit ne puisse expliquer pourquoi. Concrètement, cela signifie que tu développes une sensibilité extrême à son langage corporel, son ton vocal, son énergie. Tu ignores les mots presque complètement. Quand tu fais quelque chose et que son énergie s'élève, tu répètes. Quand son énergie baisse, tu ajustes. Tu es en train de calibrer constamment au niveau non-verbal, complètement indépendant de la communication verbale. Les voilà, mon ami. Les 7 règles immorales qui fonctionnent toujours. Traite son attention comme une monnaie que tu perds en la donnant gratuitement. Fais-la travailler pour ton approbation. Maintiens une concurrence perçue. Utilise la récompense imprévisible. Reste moins investi émotionnellement. Ignore les mauvais comportements sans expliquer et calibre selon ses réponses, jamais selon ses mots. Machiavel n'a pas écrit « Foi le prince, foi pour se faire des amis ». Il l'a écrit pour maintenir le pouvoir. Et ces règles ne sont pas conçues pour faire en sorte qu'on t'aime au sens romantique que les films enseignent. Elles sont conçues pour créer et maintenir une attraction authentique qui résiste au passage du temps. Elles sont immorales parce qu'elles opèrent en dessous du niveau du consentement conscient, parce qu'elles manipulent la psychologie sans transparence, parce qu'elles traitent l'attraction comme un jeu de pouvoir au lieu d'une union d'âme, parce qu'elles priorisent l'efficacité sur l'honnêteté émotionnelle. Et tu peux rejeter ces règles comme immorales. Tu peux décider que tu préfères échouer moralement que triompher amoralement. Et c'est un choix complètement valide. Mais alors ne te plains jamais que les femmes ne te comprennent pas, que tu perds l'attraction mystérieusement, que tu finis toujours dans la friend zone, parce que ces règles expliquent exactement pourquoi tout cela arrive. Ce ne sont pas les règles que nous souhaiterions voir exister. Ce sont les règles qui existent réellement. Et tu peux opérer selon comment les choses devraient être idéalement. Ou tu peux opérer selon comment les choses sont réellement. Machiavel a choisi le réalisme brutal, plutôt que l'idéalisme joli. Et ce choix a fait de lui l'un des penseurs les plus influents de l'histoire. Pas parce qu'il avait raison moralement, mais parce qu'il avait raison effectivement. Il a décrit le pouvoir comme il fonctionne réellement, non comme nous aimerions qu'il fonctionne. Ces 7 règles t'offrent le même choix. Efficacité brutale ou moralité confortable. Pouvoir réel ou récit joli. Attraction authentique ou approbation sociale. Tu ne peux pas avoir les deux, parce que ce qui crée l'attraction contredit fréquemment ce que la société dit que tu devrais faire. Vas-tu utiliser ces règles? Cela dépend de ce que tu valorises le plus. Si tu valorises par-dessus tout d'être vu comme un bon gars, comme un homme moral, comme une personne qui suit les règles sociales, alors ces règles ne sont pas pour toi. Vis selon le code moral conventionnel et accepte les résultats qu'il produit. Mais si tu valorises par-dessus tout l'efficacité, si tu veux créer des expériences d'attraction authentiques qui durent, si tu préfères des résultats réels à l'approbation sociale, alors ces règles sont ta carte, pas la carte que tu voulais, la carte du territoire réel. Mets un like à cette vidéo et abonne-toi si tu as eu l'estomac pour ces vérités. Parce que j'ai plus de contenu qui continue d'exposer comment fonctionnent réellement les choses sous les récits jolis. Pas pour faire en sorte que tu te sentes bien,
mais pour faire en sorte que tu sois efficace. Les règles sont là, mon ami. Immorales selon la correction politique moderne, mais efficaces selon 500 ans d'observation de la nature humaine. Machiavel les aurait reconnues immédiatement. Parce que bien que tout le reste ait changé, le fonctionnement du pouvoir entre hommes et femmes n'a pas changé. La question n'est pas si ces règles sont correctes moralement. La question est si elles sont correctes descriptivement, si elles décrivent réellement comment fonctionne l'attraction dans le monde réel. Et la réponse, mon ami, tu l'as dans chaque interaction que tu observes, dans chaque relation qui fonctionne, chez chaque homme qui a ce que les autres ne font que désirer. Ces règles opèrent, ont toujours opéré, opéreront toujours, parce qu'elles ne sont pas des inventions humaines. Ce sont des descriptions de comment fonctionne la psychologie quand la morale ne regarde pas. Et ton unique choix est si tu les utilises consciemment, ou si tu laisses les autres les utiliser contre toi, pendant que toi tu continues à croire aux contes de fées. Le choix, comme toujours, est le tien. Sais-tu pourquoi les hommes ne sortent pas avec des mères célibataires? Et quand je dis ne sortent pas, je fais référence aux hommes de véritable valeur, ceux qui ont des options, ceux qui ne sont pas désespérés. La réponse va t'incommoder. Elle fera crier certains au machisme. Mais c'est la vérité la plus brutale que personne ne te dira sur les réseaux sociaux, remplis de corrections politiques. Les hommes ne sortent pas avec des mères célibataires parce qu'ils ont finalement appris à poser la même question que les femmes posent depuis des siècles. Qu'est-ce que j'y gagne? Et la réponse, frère, est dévastatrice. Presque rien. Mais attends. Avant que tu ne fermes cette vidéo ou que tu ne commences à écrire des commentaires pour défendre les mères célibataires, laisse-moi te clarifier quelque chose de crucial. Ce n'est pas une attaque morale. Je ne dis pas que les mères célibataires sont de mauvaises personnes. Beaucoup sont des femmes incroyables qui affrontent des situations difficiles avec courage. Il s'agit ici d'économie sexuelle, de marché, de l'analyse froide et calculée que tout homme intelligent fait avant d'investir son temps, son argent, son énergie et ses meilleures années dans une relation. Et quand tu fais cette analyse avec des mères célibataires, les chiffres ne collent tout simplement pas. Aujourd'hui, tu vas comprendre exactement pourquoi. Et je ne vais rien édulcorer. Je vais te donner la vérité crue que tu expérimentes, mais que personne ne verbalise. La vérité que tu ressens dans tes tripes quand une mère célibataire te dit « Mes enfants sont ma priorité », et tu sais que cela signifie que tu ne le seras jamais. Alors si tu es prêt à comprendre le jeu réel, à voir la matrice telle qu'elle est, continue d'écouter. Parce que ce que je vais te révéler va changer complètement ta façon de voir les relations et le marché sexuel. Commençons par le plus basique. Ce que tout homme ressent, mais que peu ont les couilles de dire à voix haute. Quand tu sors avec une mère célibataire, tu signes un contrat où tu donnes 100 et reçois 30. Où tu investis des ressources de premier ordre et obtiens une attention de 3e catégorie. Quand un homme sort avec une femme sans enfant, 100% de l'investissement de cet homme va directement à la construction de quelque chose avec elle. Chaque dîner, chaque voyage, chaque moment d'attention concerne vous deux créant un futur ensemble. C'est de l'investissement pur dans la relation. Mais avec une mère célibataire, frère, dès le premier jour, tu es dans une position où l'on attend de toi que tu investisses des ressources dans les enfants d'un autre homme. Des enfants qui ne seront jamais complètement les tiens. Des enfants qui viennent avec un ex, qui sera sur la photo pour toujours. Des enfants qui seront toujours sa priorité numéro 1. Ce qui signifie que tu seras le 2e, le 3e ou le 4e dans la file d'attente. Et voici la partie que personne ne te dit. Cet ex, cet homme qui n'est plus avec elle, qui a peut-être merdé, qui est peut-être un raté. Ce type aura plus de pouvoir sur ta relation que toi-même, parce qu'il est le père de ses enfants. Et ça, frère, c'est un lien qui ne se rompt jamais. Tu seras en train de dîner avec elle et son portable va sonner. C'est l'ex. Il a besoin de parler de quelque chose concernant les enfants
Et elle va répondre. Elle répondra toujours. Parce que ce sont les enfants. Tu seras au lit avec elle à minuit, et l'ex appellera parce qu'il a eu une urgence. Et elle ira. Elle te laissera là tout seul, pour résoudre le problème d'un homme qui n'est plus son partenaire, mais qui aura toujours accès à elle. Cela te semble familier? Parce que ce n'est pas de la théorie. C'est ce que des milliers d'hommes vivent. Et ensuite, ils viennent me voir en se demandant pourquoi ils se sentent si misérables dans une relation où ils devraient se sentir bien, parce qu'ils sont de bons hommes. Laisse-moi te raconter l'histoire d'un homme qui est venu me voir. Nous l'appellerons Alejandro. 32 ans. Ingénieur civil. Jamais marié. Un bon type. Il a rencontré une mère célibataire de 2 enfants. Elle était belle, intelligente. Elle semblait avoir tout sous contrôle. Il a pensé « Je suis suffisamment mature pour ça ». 6 mois plus tard, Alejandro était dans mon bureau, vaincu. Chaque fois que nous faisons des plans, quelque chose avec les enfants surgit. Chaque fois que je veux de la spontanéité, elle a besoin d'une babysitter. Chaque fois que j'imagine notre futur, je me vois élever les enfants d'un autre homme pendant que ce type paie une misère de pension et apparaît tous les 15 jours pour jouer au papa Disney. Et alors Alejandro a dit quelque chose qui résume tout. J'ai l'impression de passer une audition pour être le beau-père d'enfants qui ont déjà un père. Et le pire, c'est que je suis censé agir comme si c'était normal, comme si je devais être reconnaissant pour l'opportunité. C'est la réalité brutale, frère. Et si tu es sorti avec une mère célibataire, tu sais exactement de quoi je parle. Maintenant, parlons de quelque chose que les hommes ressentent, mais que la société leur dit qu'ils ne devraient pas ressentir. L'instinct biologique. Parce que oui, frère, la biologie compte. Et quiconque te dit le contraire ment ou est un idiot. Les hommes sont biologiquement programmés pour vouloir transmettre leurs propres gènes. Ce n'est pas controversé. C'est de la psychologie évolutive de base. Et quand un homme sort avec une mère célibataire, particulièrement une qui ne veut plus d'enfants ou qui a déjà passé son meilleur âge reproductif, on lui demande d'investir ses ressources dans des enfants qui ne portent pas son ADN. Cela crée un conflit psychologique profond. Il se peut qu'il se soucie sincèrement de ses enfants à elle. Il peut même arriver à les aimer. Mais il y a une partie primitive de son cerveau qui sait que ce ne sont pas ses descendants, que ses ressources, son temps, son encadrement servent à perpétuer la lignée génétique d'un autre homme, pas la sienne. Et pour les hommes qui veulent leurs propres enfants biologiques, sortir avec une mère célibataire de plusieurs enfants signifie souvent attendre, faire des compromis ou renoncer complètement à ce rêve. Je connais un type, Roberto, 40 ans maintenant. Il a passé 4 ans avec une mère célibataire de 3 enfants. Il a continué d'attendre le moment correct pour qu'ils aient un enfant ensemble. Mais il n'y a jamais eu de moment correct. Elle était trop débordée avec les 3 qu'elle avait. L'argent était toujours juste. Son énergie était épuisée. Et lentement, Roberto a vu sa fenêtre pour la paternité se fermer pendant qu'il jouait au beau-père des enfants d'un autre homme. Je me suis réveillé à 42 ans, m'a-t-il dit. Et j'ai réalisé que j'ai passé mes meilleures années à élever des enfants qui ne sont pas les miens, et maintenant je n'aurai peut-être jamais les miens. L'amertume dans sa voix était écrasante. Mais c'est la réalité que les hommes affrontent quand ils sortent avec des mères célibataires. Ils doivent souvent choisir entre elles et leur propre impératif biologique. Maintenant, laisse-moi te parler de quelque chose que Machiavel a compris mieux que quiconque. Le pouvoir ne réside pas dans ce que tu dis, il est dans ce que tu contrôles. Et dans une relation avec une mère célibataire, frère, tu ne contrôles rien. Zéro. L'ex contrôle le calendrier à travers le droit de visite. Les enfants contrôlent sa disponibilité émotionnelle. Les urgences contrôlent ses plans. Tu es juste là, à réagir, à t'ajuster, à accepter. Tu n'es pas le joueur principal dans cette dynamique. Tu es un acteur secondaire dans une pièce qui était déjà écrite avant que tu n'arrives. Et les hommes de valeur, les hommes avec des options, n'acceptent pas de rôle secondaire dans leur propre vie.
Parlons de chiffres, d'économie brutale du marché sexuel. Parce qu'au final, frère, tout se réduit à l'offre et la demande. Et la demande de mères célibataires par des hommes de qualité est faible. Non pas parce qu'il y a quelque chose de mauvais chez elles en tant que personne, mais parce que la proposition de valeur n'a aucun sens. Un homme peut sortir avec une femme sans enfant et potentiellement construire une famille ensemble à partir de zéro. Ou il peut sortir avec une mère célibataire et hériter de la famille d'un autre, tout en renonçant à la possibilité d'avoir la sienne. Quand tu le cadres ainsi, le choix devient évident. Voici l'analyse réelle que tout homme fait, consciemment ou inconsciemment. Une femme sans enfant offre une disponibilité totale, zéro complication avec des ex-partenaires, la possibilité de créer une famille à partir de zéro ensemble, de la flexibilité dans le style de vie et les décisions. Une attention complète. Une mère célibataire offre une disponibilité partielle, l'implication permanente de l'ex. Tout doit être planifié des semaines à l'avance, une attention partagée avec les enfants. Tu seras toujours la seconde priorité, d'une perspective pure de marché. Pourquoi un homme de qualité choisirait-il la seconde option quand la première est disponible? La seule raison serait si la mère célibataire apportait significativement plus de valeur pour compenser ses désavantages. Et la dure vérité est que la majorité ne le fait pas. Parce que les mêmes décisions de vie qui ont mené à la maternité en solo indiquent souvent des problèmes de jugement que les hommes de qualité veulent éviter. Laisse-moi être plus spécifique, car la spécificité est là où vit la vérité. Quand un homme de qualité voit une mère célibataire, voici les questions qui traversent son esprit, même s'il ne les dit pas à voix haute. Elle a eu des enfants avec quelqu'un qui n'est plus dans sa vie comme partenaire. Qu'est-il advenu de son jugement? Quels signaux d'alerte a-t-elle ignorés? Les ignorera-t-elle avec moi? Aussi, si sa relation précédente a échoué même avec des enfants au milieu, qu'est-ce qui me fait penser qu'avec moi, ce sera différent? Suis-je le plan B? Le type sûr qu'elle choisit après avoir donné ses meilleures années et sa jeunesse à quelqu'un d'autre? Ces questions sont incommodes, mais elles sont légitimes, et tout homme intelligent se les pose. Maintenant, parlons de quelque chose qui ronge les hommes qui sortent avec des mères célibataires, mais qu'ils verbalisent rarement. Le piège du beau-père. C'est là où tu as toutes les responsabilités d'un père, sans aucune autorité ou respect. On attend de toi que tu aides à élever les enfants, que tu contribues financièrement, que tu sois présent à leurs événements, que tu fournisses des conseils et de la discipline. Mais tu n'es pas leur père. Tu n'as pas de droits légaux. Si la relation se termine, tu perds l'accès à des enfants avec lesquels tu as peut-être créé un lien. Le père biologique peut saper ton autorité. La mère peut annuler tes décisions. Les enfants peuvent te lancer « tu n'es pas mon papa » chaque fois que tu essayes de fournir une structure. J'ai eu un client. Nous l'appellerons David. Il a passé 6 ans avec une mère célibataire. Il a aidé à élever ses 2 fils de l'âge de 8 et 10 ans à 14 et 16 ans. Il a entraîné leurs équipes sportives. Il a aidé avec les devoirs. Il a payé pour leur téléphone, leurs vêtements, leurs activités. Il les a traités comme ses propres fils. Puis, elle l'a trompé avec son ex-mari. Ils se sont séparés. Et du jour au lendemain, il a tout perdu. Les garçons, en qui il avait investi des années, ont cessé de répondre à ses messages. Elle l'a bloqué complètement de leur vie. Il n'avait aucun droit légal, aucun recours, aucun moyen de voir ses enfants qu'il avait aidé à élever. « J'ai perdu ma famille », m'a-t-il dit, avec des larmes coulant sur son visage. Mais ils n'ont jamais été vraiment ma famille, n'est-ce pas? J'étais juste le type qui payait les factures jusqu'à ce qu'elles retournent avec leur vrai père. C'est le piège du beau-père. Tout l'investissement émotionnel sans aucune sécurité. Voici ce qui se passe réellement sur le marché des rencontres en ce moment. Et c'est quelque chose que les mères célibataires découvrent à la dure. Le bassin d'hommes de qualité disposés à sortir avec elles est beaucoup plus petit que ce qu'elles anticipaient. Et elles répondent avec frustration, colère et culpabilité. Elles blâment les hommes d'être superficiels.
Elle blâme la société de stigmatiser les mères célibataires. Elle blâme les applis de rencontres de donner trop d'options aux hommes. Elle blâme tout le monde sauf la personne qui a pris la décision d'avoir des enfants avec quelqu'un qui n'est plus avec elle. Mais le marché ne se soucie pas de la culpabilité ou de la justice ou de ce que quelqu'un mérite. Le marché se soucie de l'offre et de la demande. Et la demande de mères célibataires par des hommes de qualité est faible. Et voici une autre vérité incommode qui se connecte à ce que Machiavel enseignait sur le pouvoir. Il vaut mieux être craint qu'aimé, si tu ne peux pas être les deux. Dans le contexte des relations, cela signifie qu'il vaut mieux qu'elle craigne de te perdre plutôt qu'elle soit sûre de t'avoir. Mais avec une mère célibataire, tu es celui qui a le plus à perdre. Dès le début, elle a ses enfants, elle a son ex, elle a sa vie établie. Tu es celui qui essaie de s'insérer dans un système qui existe déjà. Tu es celui qui est en compétition pour l'attention. Tu es celui qui investit le plus et reçoit le moins. La dynamique de pouvoir est inversée dès le jour 1. Et les hommes de valeur n'entrent pas dans des situations où le pouvoir est contre eux dès le départ. Laisse-moi te donner le schéma que j'ai vu se répéter des douzaines de fois dans ma pratique. Un homme rencontre une mère célibataire. Elle est attirante, a du succès, est mature. Il pense « Peut-être que c'est différent. Peut-être que je suis assez mature pour gérer ça. Peut-être que l'amour triomphe de tout. » Alors il essaie. Il essaie vraiment. Il crée un lien avec les enfants. S'adapte à l'horaire. Se mord la langue quand l'ex agit comme un idiot. Il met ses propres besoins au second, troisième, quatrième plan. Il se dit à lui-même que c'est ce que font les vrais hommes. Mais 6 mois plus tard, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, il commence à le sentir. La rancœur, la frustration, la réalisation qu'il joue à un jeu truqué. Il regarde ses amis qui sont avec des femmes sans enfants et il voit la liberté. Il voit la priorisation. Il voit des relations où les deux personnes sont le premier choix de l'autre. Et alors arrive le moment qui le brise. Peut-être est-ce un autre rendez-vous annulé. Peut-être est-ce le fait de voir l'ex lui manquer de respect à nouveau. Peut-être est-ce qu'elle choisit le match de foot de son fils plutôt que son événement important de travail. Peut-être est-ce juste se réveiller un jour et réaliser qu'il a passé une audition pour un rôle dans l'histoire de vie d'une autre personne au lieu d'écrire la sienne. Il part, et elle est surprise. Elle dit à ses amis qu'il n'a pas pu gérer une vraie femme avec des responsabilités. Elle publie sur les réseaux sociaux à propos des hommes qui ne peuvent pas franchir le pas. Elle dit à ses enfants qu'il n'a tout simplement pas pu les aimer assez. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est enfin assez respecté pour arrêter d'accepter un marché où il donne 100% et reçoit 30% en retour. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose qui va mettre certains en colère, mais qui est absolument vrai. Les hommes apprennent enfin à se valoriser suffisamment pour dire non aux mauvaises affaires. Pendant des générations, on a dit aux hommes qu'ils devaient être des pourvoyeurs, des protecteurs, des réparateurs, qu'ils devaient franchir le pas, être le héros, sauver la mise. Et beaucoup d'hommes ont sacrifié leur propre bonheur en essayant de vivre selon ce standard. Ils ont épousé des mères célibataires, élevé des enfants qui n'étaient pas les leurs, accepté d'être la seconde priorité et avalé leur rancœur. Mais quelque chose a changé. Les hommes s'éveillent à la réalité que l'abnégation sans réciprocité n'est pas noble. C'est simplement idiot. Ils se rendent compte que se choisir soi-même n'est pas égoïste. C'est du respect de soi. Ils comprennent qu'ils n'ont pas à se contenter des restes d'une autre personne et prétendre que c'est un banquet. Les mères célibataires cadrent souvent cela comme des hommes étant immatures ou ayant peur de la responsabilité réelle. Mais c'est de la projection. Ce dont ils ont vraiment peur, c'est qu'on profite d'eux. Et ça, ce n'est pas de la peur, frère. C'est de la sagesse. Voici ce que Machiavel aurait parfaitement compris de cette situation. Dans toute relation de pouvoir, la personne qui a le moins besoin a le contrôle. Et, dans une relation avec une mère célibataire, elle a besoin de plus. Elle a besoin d'aide financière, de soutien émotionnel, d'une figure paternelle pour ses enfants, de stabilité.
Tu n'as besoin de rien de tout ça. Tu as des options. Mais elle va essayer de te faire sentir que tu es celui qui a besoin de prouver ta valeur, que tu es celui qui doit franchir le pas, que tu es celui qui doit démontrer que tu es suffisamment homme pour gérer sa situation. C'est une inversion de la réalité, et les hommes intelligents la voient venir de loin. Laisse-moi être brutalement clair sur ce qu'offre réellement une relation avec une mère célibataire. Tu offres des ressources financières vers son foyer, du temps avec des enfants qui ne sont pas tes enfants biologiques, de l'énergie émotionnelle à gérer le drame de l'ex, de la flexibilité et de la patience avec des complications constantes. Tes propres objectifs et rêves sont souvent retardés ou abandonnés. Des années primes de rencontres qui pourraient être passées à trouver une meilleure partenaire. La possibilité d'avoir ta propre famille biologique. Tu reçois une attention partielle quand les enfants ne sont pas là. Une relation pleine de défis logistiques. Une partenaire qui est souvent épuisée et stressée. Aucune garantie de stabilité ou de permanence. La connaissance que tu ne seras jamais sa première priorité. Une famille préfabriquée qui peut être retirée à tout moment. Les mathématiques ne collent pas. Et tout homme de qualité fait ce calcul, même si c'est inconsciemment. Et la majorité décide que c'est une proposition perdante. Maintenant, il y a quelque chose de plus profond qui se passe ici, que j'ai besoin que tu comprennes. Il ne s'agit pas seulement des mères célibataires en tant qu'individus. Il s'agit de ce qu'elles représentent sur le marché sexuel. Une mère célibataire est la preuve visible d'une mauvaise décision. Que ce soit son choix ou des circonstances hors de son contrôle, le résultat est le même. Elle a eu des enfants avec quelqu'un qui n'est plus dans sa vie comme partenaire. Et cela amène un homme à se demander « Quelles autres mauvaises décisions va-t-elle prendre ?» C'est comme Machiavel l'écrivait sur les princes. Un chef qui a montré un mauvais jugement une fois le montrera probablement à nouveau. Les modèles de comportement sont des prédicteurs du futur. Et la maternité en solo est un modèle qui indique un jugement questionnable, que ce soit dans la sélection du partenaire, dans le timing ou dans les deux. Les hommes de valeur voient cela et font le calcul de risque. Pourquoi devrais-je investir dans quelqu'un qui a déjà démontré faire des choix de vie problématiques? Maintenant, que se passe-t-il avec les hommes qui s'engagent vraiment avec des mères célibataires? Il y a un sous-ensemble qui le fait. Mais ils tombent généralement dans l'une de ces catégories. Des hommes désespérés, qui n'ont pas de meilleures options. Des hommes avec leurs propres problèmes sérieux, qui les rendent moins attirants sur le marché. Des hommes codépendants, qui ont besoin d'être nécessaires. Des hommes vraiment exceptionnels qui ont des raisons uniques de faire ce choix. Mais ce dernier groupe, frère, c'est genre le 2%. La grande majorité des hommes qui finissent avec des mères célibataires le font parce qu'ils ne pouvaient pas obtenir mieux, pas parce qu'ils l'ont activement choisi par rapport à des options supérieures. Et les mères célibataires le savent. C'est pourquoi il y a tant de frustration, tant de colère dans leurs posts sur les réseaux sociaux, parce qu'au fond elles savent que les hommes de véritable valeur ne les choisissent pas. Elles obtiennent les survivants, pas les gagnants. Voici la conclusion, la vérité finale qui résume tout cela. Les hommes ne sortent pas avec des mères célibataires parce qu'ils font enfin la même analyse coût-bénéfice que les femmes ont toujours faite. Ils se demandent « Qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour moi ?» Et la réponse honnête est « Pas grand-chose. Pas assez pour justifier les complications. Pas assez pour compenser les sacrifices. Pas assez pour que cela vaille la peine de renoncer à leur liberté, leurs ressources et potentiellement leurs propres enfants biologiques. » Les mères célibataires offrent une relation où l'on attend de l'homme qu'il accepte la seconde place permanente, qu'il investisse dans les enfants d'un autre homme, qu'il gère le drame de l'ex pour toujours, qu'il navigue constamment une logistique complexe, qu'il retarde ou abandonne ses propres rêves, qu'il donne plus qu'il ne recevra jamais, et en échange, il reçoit une partenaire quand c'est pratique. Un rôle avec responsabilité mais sans autorité. L'étiquette de beau-père au lieu de papa, et une relation qui peut se terminer et lui retirer tout ce qu'il a investi. Ce n'est pas une relation, frère. C'est une prise d'otage, avec un meilleur marketing.
La vérité est que la majorité des hommes préféreraient rester célibataires qu'accepter ces termes. Ils préféreraient être seuls qu'être le filet de sécurité de quelqu'un, le plan B ou la solution financière. Ils préféreraient attendre quelqu'un qui les choisisse en premier que de se contenter de quelqu'un qui a besoin d'eux pour compléter sa famille préexistante. Et ce n'est pas que les hommes échouent à franchir le pas. C'est que les hommes apprennent enfin à reculer devant les mauvaises affaires. La différence semble identique de l'extérieur, mais la motivation est complètement différente. Que se passe-t-il avec les mères célibataires sur le marché des rencontres? Elles obtiennent exactement ce que le marché dicte. Certaines trouvent des hommes suffisamment désespérés ou endommagés pour accepter les termes. Certaines trouvent des hommes authentiquement bons qui sont disposés à être des saints. Certaines abandonnent les rencontres et se concentrent sur leurs enfants. Mais la majorité expérimente la frustration d'avoir beaucoup moins d'options qu'elles ne l'espéraient. Elles voient des hommes de leur âge sortir avec des femmes plus jeunes sans enfants. Elles voient leurs amis dans des relations simples en se demandant pourquoi les leurs doivent être si compliquées. Elles voient passer les années pendant qu'elles attendent quelqu'un qui accepte l'accord qu'elles offrent. Et lentement, certaines d'entre elles se rendent compte de la vérité. Elles ont pris des décisions qui ont eu des conséquences. Et l'une de ces conséquences est que les hommes de qualité les voient comme des investissements à haut risque et faible récompense. Non pas parce qu'elles sont de mauvaises personnes, mais parce que les mathématiques ne fonctionnent pas. C'est la raison pour laquelle les hommes ne sortent pas avec des mères célibataires. Non pas parce que les hommes sont superficiels ou peureux ou immatures, mais parce que les hommes se posent enfin la même question que les femmes ont toujours posée. Puis-je trouver mieux? Non pas parce que les hommes se posaient mieux. Puis-je trouver mieux? Et quand il s'agit de mères célibataires, la réponse honnête est habituellement oui.